Bonjour, je suis Julie Gaillet. Le Fonds pour la santé des femmes, FSF, dont je suis la marraine, a décidé avec le soutien de Nos épaules et vos ailes de créer un podcast consacré à l'information des femmes, l'écho des gynécos. Pour qu'un véritable dialogue puisse s'installer entre patientes et professionnels, le Fonds pour la santé des femmes fera appel aux meilleurs experts du Collège national des gynécologues et obstétriciens, car il est nécessaire d'avoir un espace d'information juste, vérifié, actualisé. Une vision que je partage. Une santé éclairée pour chaque femme, c'est tout l'enjeu de ce podcast, l'écho des gynécos. Il est à vous. Merci Julie Gaillet, bonjour, je suis Carole Renucci, journaliste, réalisatrice et votre hôte pour cette nouvelle saison. Bouffées de chaleur, dépression, douleurs articulaires, sécheresse vaginale. Dans ce 3e épisode consacré à la ménopause, nous allons nous intéresser à comment remédier aux nombreux inconforts ainsi qu'aux solutions pour prévenir les risques importants sur la santé à long terme. Nous parlerons bien sûr longuement du THM, traitement hormonal de la ménopause, en répondant à cette question, pourquoi seulement 6% des femmes bénéficient-elles de ce traitement ? Nous écouterons le professeur Geneviève Plubureau, professeur de gynécologie médicale à Port-Royal, à Paris. Mais commençons par écouter Marie, 60 ans, vivant en région lyonnaise. Eh bien, à partir de 53 ans, 54, j'ai commencé à être en période de préménopause avec des cycles irréguliers. Et donc, j'en ai évidemment parlé avec la gynécologue qui me suit annuellement. Et comme je commençais à ressentir les méfaits de la ménopause, c'est-à-dire, en l'occurrence, ce qui me gênait, c'est la sécheresse vaginale. C'est aussi quelques bouffées de chaleur qui se manifestaient pour moi plutôt la nuit. Eh bien, elle m'a à ce moment-là expliqué et préconisé de prendre en fait un traitement substitutif hormonal en m'expliquant... alors moi j'en avais, pour tout dire, au départ, j'en avais une mauvaise image parce que c'est ce qui circule. Tout le monde pense que c'est très dangereux, que ça provoque des risques, en tout cas cardiovasculaires, des risques de cancer du sein également. Et en fait, elle m'a complètement éclairée sur le sujet en m'expliquant qu'aujourd'hui, il y avait des études beaucoup plus poussées sur ces traitements qui montraient qu'en fait, on avait plutôt une balance qui était bénéfique et que c'était plutôt une bonne chose que de prendre un traitement substitutif hormonal, en tout cas sur une période assez courte qui était donnée pour 5 ans, globalement. En fait, elle m'a même fourni toute une documentation, des articles en fait de professeurs américains sur le sujet et qui montraient notamment que les risques cardiovasculaires pour les femmes autour de 50 ans, c'était pour elles un bénéfice. Ce traitement, donc, je l'ai suivi pendant 3-4 ans. Ensuite, j'avais quand même envie d'arrêter parce que je savais que de toute façon, à 5 ans, il est préférable d'arrêter. Et lorsque je lui en ai parlé, elle m'a dit oui, mais compte tenu de votre morphologie, je vais vous prescrire une densitométrie parce qu'en dessous d'un certain poids et en fonction de votre ossature, c'est quand même important. La TSH peut avoir des effets bénéfiques. J'ai fait cette densitométrie et il se trouve que j'étais déjà en situation d'ostéopénie. Donc elle m'a dit non, il faut continuer encore, parce que vous pouvez encore 1 an ou 2, on va continuer ce traitement de TSH. Et puis, l'année suivante, quand je l'ai revu, donc j'étais toujours en ostéopénie, et en parallèle, je lui ai expliqué que j'avais aussi beaucoup de cholestérol. Bon, ça, elle le savait, puisque j'étais suivie et j'avais des analyses régulières, et que je venais de faire en fait un Doppler qui prouvait que j'avais déjà des artères qui commençaient à se boucher, et que malheureusement, elles ne se débouchent pas naturellement, et que donc, en fait, je passais sous un traitement et de statine pour diminuer mon taux de cholestérol, et en même temps avec un suivi cardio, par un cardio, vis-à-vis, en fait, de ces problèmes d'artères, pour vérifier s'il n'y avait pas trop de risques. Et à ce moment-là, elle me dit « Ah, alors, la situation est différente.
compte tenu de vos risques du coup cardiovasculaires et compte tenu de votre cholestérol, il vaut mieux arrêter votre traitement TSH, ce que j'ai fait dans la foulée. Aujourd'hui, j'ai 60 ans et je suis très satisfaite du traitement que j'ai suivi. Je me sens en forme. Moi, je le conseille à mes amis qui n'ont pas d'antécédents familiaux concernant effectivement les risques de cardiovasculaires et de cancer du sein. Bonjour professeur Bureau, vous êtes professeur de gynécologie médicale à Port-Royal. Quelles sont vos réactions au témoignage de Marie ? Mes réactions sont assez positives. Marie a consulté une gynécologue, probablement bien informée sur le traitement hormonal de ménopause. Elle a été bien suivie. Cette gynécologue lui a prescrit un traitement hormonal de ménopause parce qu'elle avait des symptômes de ménopause qui rentraient dans le cadre du syndrome climatérique. Et puis chaque année, elle réévaluait la balance bénéfice-risque de ce traitement. C'est vraiment pour nous une stratégie tout à fait optimale. Merci infiniment pour ces premiers éléments de réponse. Marie, dans son témoignage, parle du traitement hormonal de la ménopause. Elle nous dit qu'elle avait une certaine défiance, mais effectivement, son gynécologue a su trouver les mots. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Alors pourquoi cette défiance ? Dans les années 2000 a été publié un très bel et grand essai randomisé aux États-Unis avec des traitements très particuliers qui a montré que la balance bénéfice-risque n'était pas optimale. D'où la peur d'un certain nombre à la fois d'acteurs de santé et de femmes qui ont diminué fortement la prescription de ce traitement, y compris pour les femmes qui avaient un syndrome climatérique invalidant. Vous pouvez redéfinir ce que sont les symptômes climatériques ? Alors, le syndrome climatérique associe un grand nombre de symptômes. En premier symptôme, c'est les classiques bouffées vasomotrices, associées ou non à des sueurs nocturnes qui empêchent les femmes de dormir, des douleurs articulaires très invalidantes, des troubles de l'humeur qui peuvent aller jusqu'à une vraie dépression, et le syndrome génito-urinaire de la ménopause associant sécheresse vaginale, et puis des symptômes urinaires qui associent potentiellement des infections urinaires assez fréquentes. Quel était le risque pointé particulièrement par cette étude ? Alors c'est surtout le risque de cancer du sein qui a fait peur à un certain nombre de patientes, sachant qu'avant, nous avions des études épidémiologiques qui avaient montré qu'il y avait une diminution du risque cardiovasculaire. Or, essentiellement coronarien, pour être très précise. Avec le traitement, pardon. Avec le traitement, d'accord. Absolument. Avec le traitement, les principales études étaient publiées avec le traitement dit à l'américaine, pour simplifier, associant des estrogènes qu'on utilise par voie orale et un progestatif que nous n'utilisons pas en France, qui est la stade de médroxyprogestérone. Or, en France, on utilise plutôt des estrogènes qui est l'estradiol, l'estrogène naturel, utilisé par voie qui passe à travers la peau, soit en gel, soit en patch, et la progestérone naturelle, qui est la progestérone qui est sécrétée quand nous ne sommes pas ménopausés. Alors, si vous voulez bien, professeur, on va refaire un petit retour en arrière. Il y a donc 20 ans, c'était dans les années 2000, une étude qui comportait peut-être quelques biais, indique qu'il y a un risque, si l'on prend ce traitement hormonal de la ménopause, de cancer du sein. Et puis, est-ce qu'il y a un autre risque qui avait été pointé à ce moment-là ? Cette étude avait montré que c'était plutôt neutre sur le plan cardiovasculaire, alors que les études précédentes, qui n'étaient pas le même type d'études, montraient que c'était plutôt très favorable. Or, après la réanalyse de cette étude, parce qu'effectivement, elle comportait des biais, vous avez fort justement pointé cette étude, elle incluait des femmes très âgées et très à distance de la ménopause. Or, des études après, et a montré plutôt une diminution de la mortalité, toujours un petit risque d'accident vasculaire cérébral et puis un petit risque de cancer du sein, mais quand même assez faible. Et sur le plan coronarien, plutôt neutre, voire pour certains, une discrète diminution. Ce traitement a suscité beaucoup de méfiance. Où en est-on aujourd'hui ?
Dans les années 2000, nous avions publié une étude épidémiologique montrant que le traitement dit à la française était neutre sur le plan des thromboses veineuses et des embolies pulmonaires. Alors, vous précisez dans vos propos le traitement à la française. On est bien d'accord que c'est par rapport à cette étude qui a été faite il y a 20 ans sur un traitement hormonal, alors peut-être à l'américaine, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots ? Voilà, donc il y a différents traitements hormonaux. Le traitement américain utilise des estrogènes par voie orale, d'où l'augmentation du risque de thrombose veineuse, et un progestatif qui est un petit peu délétère aussi, très probablement, sur nos artères. Le traitement à la française utilise un estrogène par voie percutanée ou transdermique, gel ou patch, associé à la progestérone naturelle. Donc c'est vraiment un traitement très physiologique. Alors, ce traitement, vous venez de nous en préciser le mode d'administration. Il s'effectue sur quelle durée ? Sur 1 mois, par exemple, et pendant combien d'années ? Alors, effectivement, on le prend tous les jours, on fait une petite pause de quelques jours. Il y a différents schémas d'administration, voilà, mais à discuter avec le médecin qui prescrit. Et comme l'a dit Marie, effectivement, on réévalue chaque année la poursuite du traitement. On réévalue sur les facteurs de risque qui peuvent survenir et on évalue la balance bénéfice-risque sur le risque cardiovasculaire, sur le risque osseux ou sur le risque carcinologique. Carcinologique ? Cancer du sein. Cancer du sein. Ou autre cancer. Dans les traitements, dans l'essai randomisé publié dans les années 2000, il avait été observé une diminution du risque de fracture, ce qui est extrêmement important, puisque notre densité osseuse diminue avec l'âge, et puis une diminution du risque de cancer du côlon. Je rappelle que le cancer du côlon, c'est le 2e ou 3e cancer chez la femme. Premier cancer, cancer du sein. 2e cancer, cancer poumon ou côlon. Et 3e, côlon ou poumon. Voilà. Si on se résume, professeur Plubureau, la balance bénéfice-risque penche favorablement pour quel type d'affection ? Alors, il faut raisonner globalement. Elle penche très certainement vers les bénéfices lorsqu'on utilise le traitement très tôt. Les études montrent dans les 10 années qui suivent la ménopause, mais plutôt tôt après le début de la ménopause. Et puis la durée du traitement, elle est réévaluée avec chaque patiente et ses facteurs de risque spécifiques. Très globalement, on parle de 5 à 10 ans, un effet assez neutre sur la balance bénéfice-risque, voire un effet favorable, si on tient compte des autres cancers que le cancer du sein. Alors, il faut aussi dire que les patientes qui ont bénéficié d'une hystérectomie, c'est-à-dire on a enlevé l'utérus, pour ces patientes-là, on utilise simplement un estrogène. Et un traitement estrogénique seul n'a pas montré d'augmentation de risque du cancer du sein. Donc la balance bénéfice-risque est très optimale lorsqu'on l'utilise tôt après la ménopause et on peut probablement augmenter la durée du traitement. Mais encore une fois, il n'y a pas de durée optimale. C'est chaque femme qui a des risques spécifiques et on discute la durée optimale pour vraiment chaque femme. C'est vraiment une médecine personnalisée. Alors, c'est une médecine personnalisée avec un traitement qui a évolué dans le temps, dont les effets qui avaient été décriés il y a 20 ans ont d'une certaine façon été écartés, en partie. Oui, pas forcément écartés. C'est-à-dire que si on donne un traitement chez une femme très âgée, on sait que la balance bénéfice-risque n'est pas du tout optimale. C'est ce que... Très âgée, pardon ? 70 ans. Voilà. Dans les recommandations internationales, on conseille de commencer le traitement juste après la ménopause et à moins de 60 ans. Pourquoi à moins de 60 ans ? Parce qu'on est à distance de la ménopause et on pense que nos artères sont déjà un petit peu abîmées. D'où l'importance du check-up cardiovasculaire au moment de la ménopause pour vraiment évaluer la balance bénéfice-risque de ce traitement au moment de la ménopause. Lorsque nous, en consultation de gynécologie, on va voir des femmes dont les facteurs de risque n'ont pas été dépistés,
il n'est pas question de leur proposer un traitement hormonal de ménopause avant d'avoir checké l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire et de savoir l'état de leurs artères. Alors justement, quand, comme Marie, on a démarré un traitement parce que les indicateurs étaient favorables et qu'en cours de route, tout à coup, on se rend compte, comme Marie, qu'il y a un risque, puisqu'elle a passé un Doppler, on arrête le traitement. Absolument. Alors, on discute l'arrêt du traitement. On ne l'arrête pas forcément parce qu'on peut la traiter sur son cholestérol. Voilà. Mais si elle a déjà des plaques, on a plutôt tendance à l'arrêter et à proposer des alternatives qui sont soit des médicaments, soit des prises en charge non médicamenteuses si les bouffées de chaleur reviennent à l'arrêt du traitement. Et puis, je pense que Marie, elle avait aussi des sécheresses vaginales. Oui. Et là, il y a des traitements spécifiques, même chez les femmes qui ont des facteurs de risque, qui n'ont aucun lien avec le risque cardiovasculaire. Donc, on donne des estrogènes localement au niveau vaginal et ça règle dans la plupart des cas ce syndrome, cette sécheresse vaginale ou tous les symptômes qui rentrent dans le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Alors aujourd'hui, 6% des femmes, d'après les chiffres que j'ai trouvés, bénéficient du traitement hormonal de la ménopause. J'ai lu également que ça pourrait concerner la moitié des femmes, 50%. Qu'est-ce que ça vous évoque ? C'est vraiment la suite des essais randomisés et de la peur des acteurs de santé et des femmes sur cette balance bénéfice-risque. Donc, il faut vraiment faire de l'information. Et effectivement, il y a un certain nombre de femmes qui sont très gênées par le syndrome climatérique qui ne sont pas traitées. Donc, il faut vraiment informer les patientes, les dépister et les traiter. C'est ce que nous essayons de faire à Port-Royal, dans notre centre universitaire de ménopause. Et l'information des femmes est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a des femmes pour lesquelles ce traitement, quel que soit le tableau, est totalement exclu ? Oui, absolument. Les femmes qui ont eu malheureusement un cancer du sein, c'est totalement exclu. Les femmes qui ont déjà eu un accident artériel, c'est-à-dire un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien aigu ou un accident vasculaire cérébral ischémique, ça c'est totalement exclu. En ce qui concerne les accidents veineux, comme la voie percutanée n'est pas à risque, ça doit être discuté si les femmes sont très gênées dans des réunions de concertation pluridisciplinaire. Et en France, maintenant, il y a beaucoup de structures qui ont ces réunions, Paris, Toulouse et Bordeaux maintenant. Et donc on peut, quand on est acteur de santé et que on veut avoir des précisions sur est-ce que nous pouvons prescrire ou pas, on peut présenter ces dossiers dans ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Alors pour certaines femmes, on vient de le voir, c'est totalement exclu. Pour d'autres, c'est pas forcément nécessaire. Je parle de troubles peut-être plus diffus, peut-être moins invalidants au quotidien. Quelles sont les recommandations un peu générales qu'on peut donner ? Alors, il y a des recommandations qui ont été publiées par la Société française de ménopause associée au CNGOF. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recommandation générale. Les femmes qui sont très symptomatiques, il faut qu'elles soient informées et qu'elles soient traitées si elles n'ont pas de contre-indication. Et donc, pour toutes les facettes des symptômes du syndrome climatérique, il y a des solutions pour chaque femme, qu'elles aient des contre-indications ou pas. La plupart des femmes, on autorise le traitement et donc il faut vraiment expliquer la balance bénéfice-risque pour que les femmes soient soulagées à la fois dans leur vie quotidienne, dans leur vie sociale. Il faut qu'elles aient une bonne qualité de vie au moment de la ménopause. Donc si je comprends bien, professeur, il y a une génération de femmes, 20 ans, entre 2000 et aujourd'hui, qui sont passées au travers de cette opportunité. Malheureusement, oui. En raison de cet essai randomisé qui a fait peur à tout le monde, et en particulier aux femmes. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de femmes qui n'ont pas bénéficié de
Voilà, quand on a des bouffées vasomotrices invalidantes, quand on ne dort pas alors qu'on continue une vie professionnelle ou pas, c'est extrêmement invalidant. Alors on l'a vu, à côté de ce traitement, il y a des possibilités pour vivre plutôt mieux ou bien sa ménopause, cette période de vie qui peut être assez compliquée parfois. Est-ce que ça passe par un changement de rythme de vie, d'hygiène de vie, d'habitude de vie ? Alors, l'hygiène de vie est extrêmement importante. Donc, il faut rééquilibrer son alimentation. Il faut arrêter le tabac si la femme est fumeuse. Il faut diminuer notre consommation d'alcool un peu drastiquement. Et il faut surtout faire du sport. À la ménopause, notre silhouette, notre métabolisme va changer. Et donc, avec ce qu'on appelle, nous, la petite bouée de ménopause, ce qui est extrêmement gênant. Et ça, c'est très lié à l'insulinorésistance. Et le sport fait extrêmement bien sur notre répartition des graisses. Et puis, il y a l'alimentation aussi riche en calcium. Et ne pas avoir une carence en vitamine D pour pouvoir maintenir une bonne densité osseuse. Donc la prise de poids n'est pas une fatalité, il faut juste s'adapter, ou en tout cas essayer de trouver les bonnes réponses. Le calcium, donc ça veut dire qu'on peut manger du fromage ? Alors, fromage pas trop riche en cholestérol. Et puis, il y a d'autres sources de calcium, le lait, les yaourts, voilà. Donc, nous avons l'habitude, nous, en consultation, de donner une fiche aux femmes pour qu'elles évaluent leur consommation de calcium et qu'elles voient les aliments riches en calcium ou les eaux minérales riches en calcium pour avoir à peu près 1000 mg par jour de consommation de calcium. Et puis surtout, ne pas avoir de carence en vitamine D. Pour les femmes qui sont en surpoids, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil ? Elles sont en général prises en charge quand c'est des surpoids ou des femmes en situation d'obésité. Il faut vraiment les faire prendre en charge dans des structures spécialisées. Le seul poids n'est pas une contre-indication au traitement hormonal de ménopause. Il faut, comme c'est un facteur de risque cardiovasculaire, il faut vraiment avoir l'ensemble des facteurs de risque. Et c'est chez ces femmes-là où vraiment un bilan cardiovasculaire est probablement important au moment de la ménopause. Pour conclure, peut-être, quels seraient les conseils ou les recommandations que vous donneriez à ces femmes qui se préparent à cette période de vie, à cette nouvelle période de vie qu'est la ménopause? Alors, comme conseil, je donnerais en premier conseil l'information juste et vérifiée. Le deuxième conseil, c'est de faire au moment de la ménopause, et ce qui a été la suite du rapport ménopause de la députée à l'époque, Stéphanie Ries, c'est un bilan de santé à ce moment précis de la vie qui est un moment clé. Et puis, si le bilan est tout à fait positif, cardiovasculaire, osseux, cancer, carcinologique, notamment dans tous les dépistages déjà organisés, notamment le dépistage du cancer du sein avec la mammographie tous les 2 ans, ne pas avoir peur du traitement hormonal de la ménopause qui peut être extrêmement bénéfique si le syndrome climatérique est très invalidant. Merci infiniment, professeur Plubureau. Merci pour votre regard et pour ces nombreux conseils qui, nous l'espérons, vont porter leurs fruits. Merci à vous surtout de faire passer la bonne information pour les femmes et je crois que c'est extrêmement important. En synthèse, une étude américaine sur un traitement hormonal de la ménopause, publiée au début des années 2000, étude qui comportait de nombreux biais, a suscité beaucoup de méfiance de la part des patientes et des professionnels de santé au regard de risques potentiels de cancer du sein et de risques cardiovasculaires. La conséquence, pendant les 20 ans qui ont suivi, le THM a été peu prescrit, même si se développait une prescription de THM à la française, associant la prescription d'œstrogènes naturels, administrés par voie percutanée, associée à de la progestérone naturelle micronisée. Ce traitement commencé très tôt, au début de la ménopause, a démontré une réduction du risque thromboembolique, soit la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau, et un risque très faible de cancer du sein, en l'absence de facteurs de risque, les 5 premières années. Aujourd'hui, la communauté médicale estime que la balance bénéfice-risque penche vers les bénéfices lorsqu'on utilise le traitement au début de la ménopause. Sa prescription doit être faite après qu'un bilan cardiovasculaire osseux carcinologique a été fait
en début de ménopause et dans les années suivantes. La durée du traitement doit être réévaluée chaque année pour chaque patiente concernée. Ne pourront se voir prescrire ce traitement les femmes qui ont eu un cancer du sein, un accident artériel, un infarctus du myocarde, un syndrome coronarien aigu ou un accident vasculaire cérébral ischémique. N'hésitez pas à en parler à votre médecin. Merci au professeur Geneviève Pulbureau pour sa participation à cet épisode de l'Écho des gynécos proposé par le Fonds pour la santé des femmes en partenariat avec le Collège national des gynécologues obstétriciens français. Et bien sûr, merci à Marie qui a bien voulu livrer son expérience et son ressenti. Rendez-vous la semaine prochaine pour faire avec vous le point sur le SGUM, le syndrome génital et urinaire de la ménopause. Saviez-vous que 70% des femmes sont concernées par les sécheresses vaginales, que les irritations vulvaires, les infections urinaires sont une réalité bien à relier avec la ménopause ? Les réponses très bientôt. L'Écho des gynécos, c'est le podcast dédié à la santé des femmes, audible sur toutes les plateformes, sur YouTube ainsi que sur le site du Fonds pour la santé des femmes et celui du Collège national des gynécologues obstétriciens français. À très vite.